Donc je salue les auditeurs. Je précise que la dernière fois, j'avais fait une petite vidéo en direct live sur Facebook pour cette chronique qui a bien fonctionné. Alors c'est super d'être plusieurs centaines à la regarder, mais sauf que j'aimerais vous dire que ça fait quand même maintenant 2-3 ans que je fais des chroniques et je vous invite à aller les réécouter parce que mes chroniques internationales, c'est un petit peu comme une série. Donc il y a quelques épisodes avant qui sont importants. Rassurez-vous, je vous mettrai que les meilleurs épisodes et je vais recouper. Et rassurez-vous, ils sont un peu plus courts que quand c'est une période de confinement où j'ai des choses longues à dire. Mais je vous invite tout de même à écouter quelques-uns de ces épisodes parce qu'il y avait des informations importantes pour comprendre le cours du monde et comprendre ce que je raconte. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, notamment à cause, comme vous le savez, de la tension géopolitique internationale entre ce qui serait l'Occident libre, dont Macron serait le porte-drapeau, et les islamistes en face. Alors, comme dans mes chroniques, j'ai beaucoup parlé des manifestations dans les grands pays musulmans de ce monde, eh bien, je suis bien obligé d'essayer d'analyser cette crispation actuelle pour savoir, par exemple, s'il faudrait boycotter les kebabs comme on a pu l'entendre à droite et à gauche, enfin, surtout à droite. Mais rassurez-vous, voici déjà la réponse, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de cette chronique et de cette émission. En fait, vous pourrez toujours continuer à manger des tacos, d'autant plus que beaucoup sont tenus par des Kurdes qu'il faut justement soutenir contre le régime d'Erdogan. Mais avant d'en venir à ces tensions particulières qui animent ce que je considère dans ces chroniques comme la société humaine mondiale, et sur laquelle il s'agit pour moi et pour vous de prendre du recul, je voudrais d'abord revenir sur une autre lame de fond qui soude l'époque. Je veux parler bien sûr du champ de la libération sexuelle et de l'effondrement du patriarcat. Je vous ai causé récemment des manifestations populaires contre le viol qui ont fait trembler les mondes indiens en forçant les autorités à s'excuser au Bangladesh, en Inde et au Pakistan. Il s'agissait pour moi de réinscrire ces colères dans leur unité géographique, par-delà les fausses oppositions religieuses et ethniques qui séparent hélas ces pays. Mais cette vague anti-patriarcale dépasse l'Asie, elle est transnationale et concerne l'ensemble de notre espèce. Pour preuve, je vous en parlais la semaine dernière à la fin de la chronique, ce qui s'est passé à Copenhague, capitale du Danemark. Vous savez, ces pays du Nord, souvent montrés en exemple, notamment en matière d'égalité des sexes. Eh bien, il y a 3 ans, le mouvement MeToo, qui traversait la planète, n'avait eu quasiment aucun écho au Danemark. Peu de femmes avaient osé prendre la parole, et quand elles l'avaient fait, leurs témoignages avaient souvent été mis en doute, dissuadant les autres. Mais, le 6 septembre, l'animatrice Sophie Linde, une star du petit écran donc au Danemark, a rompu le silence sur la chaîne TV2 lors d'un gala diffusé à 1 heure de grande écoute en prime time. Elle a décrit le sexisme et le harcèlement sexuel dont elle a été victime depuis le début de sa carrière, ce qui me fait directement penser au phénomène en tout point ressemblant qui s'était produit au Japon. Je vous invite à réécouter une chronique qui portait là-dessus, elle est en ligne, je vous mettrai un lien. Suite à cette prise de parole donc de cette jeune journaliste star du petit écran qui a brisé le verre, 7 autres journalistes femmes ont écrit une lettre de soutien à cette franc-tireuse, signée par 1615 femmes travaillant dans les médias. Et cette fois-ci, le débat n'a pas pu être étouffé. Depuis, des textes similaires ont été produits par 689 chercheuses, 664 personnalités du cinéma et plus de 500 femmes médecins. Il y a donc au Danemark, en ce moment même, aussi un vrai virage. Rien ne semble plus pouvoir arrêter le mouvement MeToo qui déferle depuis septembre, depuis cette rentrée, sur ce pays du Nord. Ainsi, le 7 octobre, le chef du Parti social-libéral, donc le plus haut responsable d'un des plus grands partis politiques du Danemark, je rappelle d'ailleurs que nous, en France, on a eu aussi le cas Strauss-Kahn, qui était dans le top 3 des stars politiques françaises et qui a explosé dans cette bataille contre le patriarcat. Bonne fin de soirée, Agnès. Et donc, c'est après le tour donc, du leader d'un des plus grands partis du Danemark, c'est ensuite le maire de Copenhague qui vient de sauter lui aussi. On a donc le maire d'une des villes les plus puissantes d'Europe qui s'est fait éjecter par le mouvement MeToo. Moi, je pense que ça se fait. C'est une bonne nouvelle du front, s'il en est. Il était en poste depuis 2010, donc 10 ans à la direction de cette grande ville, ce qui n'est pas rien, et il vient d'annoncer qu'il démissionnait et abandonnait définitivement la politique. Yes. C'était aussi le numéro 2 donc, du Parti social-démocrate, et il était accusé, depuis le week-end dernier, de gestes déplacés à l'encontre de plusieurs femmes lors d'événements publics. Pour le dire plus clairement, quand des termes comme ça, médiatico-corrects, en fait, c'était lui aussi un sale frotteur, comme tant d'autres.
Depuis, il avait tenté de limiter le tsunami en publiant un long message sur Facebook, donc ce maire de Copenhague, où il présentait ses excuses aux femmes. Je vous en lis un extrait, c'est des archives un peu historiques de notre époque, toujours assez marrantes. Il reconnaissait donc ce maire, faire partie d'une culture malsaine, ancienne et ancrée dans son parti. Mais il s'engageait à mettre en place les changements nécessaires. Sauf qu'il n'a pas eu le temps. Il doit tout simplement disparaître et vite. Et oui, c'est aussi ça le dégagisme de l'époque. Petite mise au point d'ailleurs à propos de ce maire donc, de Copenhague qui doit dégager pour sexisme et attouchement. Il y a en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, une polémique dans le monde intellectuel qui vient comme d'habitude des États-Unis et qui ne vaut pas plus que leur soda. Je vous la résume en 2 mots. Des philosophes auraient peur actuellement des phénomènes d'emballement médiatique, notamment sur les réseaux sociaux, qui clouent au pilori celles et ceux qui ne seraient pas politiquement corrects. Bon, sauf que cette polémique me semble un peu vaine, parce que dans la réalité, qui est-ce qui se fait clouer au pilori? Ce sont des gros connards sexistes et racistes, comme Gabriel Matzneff, j'en ai déjà parlé, ou encore par exemple Tariq Ramadan. Donc moi, pour l'instant, la cancel culture, si c'est éjecter des gens comme ça me va bien. Canceliser, ça veut dire supprimer, anéantir, détruire. Moi, ça me semble plutôt être un signe d'intelligence collective, ce nettoyage qui s'opère en ce moment dans la caste médiatique. Mais revenons à la lutte contre le patriarcat. J'ai plusieurs fois parlé du droit à l'avortement dans mes chroniques, parce que la question de la reproduction est fondamentale pour comprendre une espèce de grand mammifère comme la nôtre. Et oui, ça c'est un peu l'angle de ces chroniques, c'est de prendre vraiment du recul et de mettre en perspective. Donc nous avions parlé de notre étonnement, par exemple, devant le fait que l'Argentine, ce grand pays d'Amérique latine, d'où vient le pape, qui, je le redis pour les absents de la semaine dernière, c'est pas bien, le pape donc qui a reconnu la semaine dernière les homosexuels comme enfants de Dieu. Ce n'est pas rien non plus. L'Argentine donc, où l'avortement est toujours interdit. Le président vient d'annoncer cette semaine qu'il va enfin proposer une loi. C'était une promesse de campagne, une loi donc pour autoriser l'avortement. Promesse de campagne qu'il avait, semble-t-il, un peu oubliée, mais que lui ont rappelé les manifestations de rue. Il faudra encore que cette loi passe le Parlement, et on se souvient que la dernière fois, on en avait parlé dans ce studio, le Sénat avait refusé cette loi sur l'avortement. Certains disent parfois des Argentins qu'ils sont un petit peu comme des Italiens de l'Amérique latine, perçus là-bas comme arrogants et machistes. Rappelons au passage que le droit à l'avortement est hélas régulièrement attaqué aussi en Italie, notamment dans le sud où la majorité des médecins refusent de le pratiquer. Et ils ont le droit de le refuser, ce qui rend la possibilité pour les femmes d'avorter très difficile. Solidarité donc avec nos camarades italiennes. Et il y en a d'autres qui se heurtent à la connerie en Europe, notamment les Polonaises. Et oui, en Pologne, cette semaine, j'espère que vous avez vu ça, il y a eu un grand mouvement populaire, avec encore comme moteur au centre de ce mouvement les femmes. Les femmes, oui, parce qu'elles se battent pour leur droit à l'avortement. Il y a donc eu plusieurs grandes villes du pays qui ont été bloquées pendant plusieurs jours de suite. Il y a eu des manifestations pour défendre donc l'accès à l'IVG, qui est toujours illégal dans ce pays catholique, très catholique. Il y a même eu des manifestations dans les églises, ce qui constitue un inédit historique. Jamais il n'y avait eu de manifestations dans des églises en Pologne, cet autre pays papal. J'aime bien cette formulation, pays papal. Bref, oui, parce qu'il y avait quand même Jean Paul II, là, Jean-Paul II qui venait de Pologne. Et oui, alors Jean-Paul II, tout le monde trouve que c'est génial et tout ça, sauf que c'est l'avant-garde du fascisme catholique, ultra-réactionnaire et patriarcal. Ensuite, puisqu'on parle des églises qui ont été attaquées, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous parlais de 2 églises qui s'étaient fait cramer au Chili, car là-bas, elles symbolisent la dictature de Pinochet. Or, ce dimanche, les pinochistes ont enfin été défaits. Enfin, en tout cas symboliquement, puisqu'il y a eu un référendum, vous le savez, qui a massivement demandé une nouvelle constitution pour en finir avec l'ère de Pinochet. Bon, attention, c'est une bonne nouvelle, mais ça reste quand même un référendum, et un référendum, on sait à quoi ça sert à essentiellement neutraliser un mouvement social, comme toute élection d'ailleurs. Mais tout de même, c'est quand même un phénomène qu'il faut remarquer au Chili, il y a eu un vote massif contre cette constitution pinochiste. Comme quoi, peut-être que l'équation élection égale piège à con, eh bien, elle est peut-être à discuter. Je ne sais pas, j'ai pas trop d'avis sur ce cas-là. À vous d'y réfléchir et de me dire ce que vous en pensez. Comme on est sur le continent américain, on va monter un petit peu aux États-Unis. Vous savez, j'espère que le mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, dont on a parlé la semaine dernière pour évoquer le soutien actif du groupe asiatique de K-pop BTS, et surtout de ses fans, ce mouvement, donc Black Lives Matter, a été relancé cette semaine suite au énième meurtre d'un homme dit noir par la police.
Je dis un homme dit noir parce qu'il y a des débats aux États-Unis sur l'emploi du mot noir, tout simplement, tout comme l'expression gens de couleur, comme si les autres ne seraient pas de couleur. Et donc, il y a discussion sur l'emploi de ce mot, parce que noir, bah déjà, ça ne correspond pas, hein, comme le disent tous les enfants. Les noirs, ils ne sont pas noirs, ils sont marrons. Donc, pourquoi employer ce mot noir? Et d'autant plus qu'on sait que dans la civilisation occidentale, la couleur noire est associée au négatif. Donc c'est pour ça que j'emploie cette expression maintenant, un homme dit noir. Donc il a été tué, comme d'habitude on a le cycle habituel qui se reproduit dans tous les pays du monde, ce n'est pas un phénomène uniquement occidental. Le cycle c'est quoi? C'est une vidéo en direct live sur les réseaux sociaux qui choque la population, ça circule, c'est diffusé en masse sur les réseaux sociaux, ça déclenche des émeutes, mobilisation de la garde nationale, etc. Jusqu'à où on verra bien. Actuellement, donc aux États-Unis, bah, voilà, ça semble se calmer. Il y a un couvre-feu déclaré, donc il y a une sorte d'état d'urgence à Philadelphie. Sauf qu'aux États-Unis, j'espère que vous avez remarqué que Trump est possiblement en train de perdre ses élections, ce qui serait tout de même une bonne nouvelle du front pour voir le verre à moitié plein. Un dernier mot avant une petite pause, oh là là, un dernier mot avant une petite pause musicale, parce que j'y tiens vraiment, et la dernière fois je n'ai pas pu en parler, Israël. Depuis le mois de juillet, des manifestants se rassemblent chaque samedi soir pour dénoncer la politique de Netanyahou. C'est le gars qui est à la tête du gouvernement israélien, d'extrême droite. Enfin, de droite très radicale qui s'est associée carrément à une droite fasciste israélienne qui assume son racisme très clair contre les Palestiniens arabes. Donc, il y a malgré tout une société civile en Israël, des Israéliens comme vous et nous que ce type de gouvernement insupporte, et ils et elles bravent une interdiction, puisque depuis quelques semaines, le Parlement israélien a approuvé une loi restreignant les rassemblements lors du confinement. Et oui, on utilise la situation sanitaire à des fins politiques là-bas. Ça vise à faire taire les manifestations contre le chef de l'État israélien qui est inculpé de corruption. Et oui, comme tant d'autres, il a plusieurs affaires très collantes qui le suivent, celui-là. Et je pense que c'est à peu près sûr que judiciairement, Benjamin Netanyahou finira mal. J'en mets mes cheveux à couper, surtout en ce moment. Bon, il faudra quand même un petit peu, je pense, une dizaine d'années pour que cette prophétie soit vérifiée ou pas, mais je pense que Netanyahou sera rattrapé par ces casseroles judiciaires tôt ou tard. La répression contre le mouvement démocratique israélien est sérieuse. La loi interdit notamment aux manifestants de s'éloigner de plus d'1 kilomètre de leur domicile. Tiens. La police a indiqué que pour pouvoir manifester, les protestataires devaient aussi respecter d'autres consignes. Un groupe de manifestants doit comprendre au maximum 20 personnes qui doivent elles-mêmes se tenir à 2 mètres l'une de l'autre et chaque groupe doit être séparé d'un autre par au moins 20 mètres. Ça rend assez difficile les barricades, par exemple. Mais la population refuse de voir sa révolte politique neutralisée par le Covid et à Tel Aviv, la semaine dernière, des milliers de personnes ont pris la rue, ce qui a déclenché des affrontements contre la police. Je précise aussi qu'avec plus de 280 000 cas confirmés et environ 2000 décès sur une population de 9 millions d'habitants, Israël est un des pays avec le taux d'infection des plus élevés de la région du Moyen-Orient avec l'Iran. Et oui, l'Iran, son grand ennemi, ça fait un parallèle assez curieux. Comme quoi ce virus nous remet tous sur le même plan, nous rappelle notre humanité commune. Voilà, je parlerai encore une fois assez peu du virus et encore moins du confinement, si ce n'est pour dire ceci, que ça nous met tous sur le même plan et ça nous rappelle que nous sommes tous humains. Une petite pause musicale avec, une fois n'est pas coutume, de la guitare classique jouée par une femme, Anna Vidovic, une petite valse vénézuélienne pour fêter la fin de la constitution pinochiste au Chili.